Bonjour et bienvenue sur la mécanique universelle. Alors aujourd'hui nous sommes samedi 12 février 2022. Je continue ma lecture du livre écrit par Will Durant sur la vie et les doctrines des philosophes. Je suis sur la partie d'Emmanuel Kant, j'ai pratiquement fini. Et en fait, je suis au dernier chapitre que Will Durant consacre à la critique et l'appréciation de la philosophie de Kant. Voilà, c'est la deuxième vidéo, je pense, sur ce chapitre. Je commence à lire et en fait, je m'appuie sur cette lecture pour essayer de confirmer euh, la philosophie que je défends sur la mécanique universelle et selon laquelle l'humanité est destinée à atteindre son ultime perfection. Voilà, je vous renvoie à ce site où vous avez toutes les adresses sur les vidéos. Donc je commence ma lecture. Ce qu'il y a de merveilleux dans la philosophie de Kant, c'est dans la seconde critique, l'énergique rappel de ses idées religieuses sur Dieu, la liberté, l'immortalité, que la première critique avait en apparence détruite. Dans les ouvrages de Kant, dit Paul Rée, le clairvoyant ami de Nietzsche, vous vous sentez comme dans une foire de village. Vous pouvez lui acheter tout ce dont vous avez besoin. La liberté de la volonté et l'esclavage de la volonté, l'idéalisme et la réfutation de l'idéalisme, l'athéisme et le bon Dieu. Comme un jongleur tire d'un chapeau vide les objets les plus hétéroclites, Kant fait sortir du concept du devoir un Dieu, l'immortalité, la liberté, au grand étonnement de ses lecteurs. En fait, je pense que ce n'est pas d'un chapeau vide, c'est simplement, il a compris, ce grand philosophe, qu'il n'y a pas de frontière entre les choses. Et en philosophie, encore plus. Qu'une vérité et son contraire sont aussi fondamentales à l'évolution de la pensée et à la pensée. Simplement, on doit faire des choix. Il fait le choix, dans la partie 2 par exemple, de préciser au fond sa croyance en un principe créateur. Dans la partie 1, il avait besoin de démolir les choses injustes de la religion. Et sur d'autres plans, il essaye de réconcilier les choses parce qu'il a compris qu'on a besoin de tout pour faire l'aventure de la philosophie. Comme dans l'histoire de l'art, c'est une succession de luttes entre les systèmes. Un système exubérant va faire que les enfants qui vont sortir vont se révolter contre leur père, ce qui est tout à fait normal, symboliquement, et vont aller vers du minimalisme. Et ce minimalisme, les enfants du minimalisme vont revenir à quelque chose de plus pâteux, etc., de plus physique. Et c'est tout ça qui fait l'histoire de la philosophie. On ne peut pas dire que le conceptuel a raison sur l'expressionnisme. L'expressionnisme a raison à son moment, le conceptuel a raison à son moment, etc. Et la beauté d'un philosophe comme Kant, et de la plupart des grands philosophes d'ailleurs, c'est de pouvoir comprendre qu'il y a une unité et qu'il y a de la complexité derrière. Donc,
le dualisme, il est important pour construire. C'est une réalité. On a besoin de ce dualisme pour construire l'humanité à tous les niveaux. On a besoin de l'antagonisme entre les... Voilà, actuellement on est en pleine campagne électorale. Il y a les extrêmes droites, les extrêmes gauches, il y a le centre. Tout le monde est un peu en antagonisme. Mais ce qui ressortira de ça, c'est l'évolution de la France, quoi qu'il arrive. Même si elle doit passer par une période pire, ou une période meilleure, ou etc., etc. Globalement, tout cela va dans un puits commun, dans un fond commun, qui est l'évolution de notre nation. Voilà. Et c'était valable dans les années 50, c'était valable dans les années 30, c'était valable dans les années 1800, c'était valable sous Louis XVI, sous Louis XIV, à la Révolution française, etc. Voilà, c'est comme ça. Donc ce qui est important pour l'aventure humaine, c'est pas le dualisme, c'est pas de savoir si un a raison sur l'autre, à savoir si tel extrême a raison sur tel extrême. Les deux sont dépendants pour faire évoluer quelque chose. Alors, après, à l'analyse, on peut voir que il y a une extrême qui est progressiste, une extrême qui est réactionnaire, par exemple. On peut comprendre ces choses-là. Mais en définitive, leur travail conjoint conduit à quelque chose. Après, on peut être critique, on peut s'opposer à certaines façons de penser, etc. Mais il ne faut pas perdre de vue, en tant que philosophe, que ce sont des mécanismes de l'évolution. Voilà. Et en même temps, ça permet d'adoucir notre façon de penser. Pardon. Comme un jongleur, donc, on l'a dit, Schopenhauer s'amuse de voir Kant rattacher l'immortalité au besoin de récompense. La vertu qui d'abord se portait si courageusement au devant du bonheur perd son indépendance un peu plus tard, étant la même pour une aumône. Le grand pessimiste pense que Kant était en réalité un vrai sceptique, qui hésitait, bien qu'il eût lui-même perdu la foi, à la détruire chez les autres, par crainte des conséquences que cela pourrait entraîner pour la moralité publique. Je ne pense pas du tout que c'est une vision juste de Schopenhauer sur Kant. Je pense qu'il se trompe. Voilà, je pense que son désir de s'affirmer aux dépens d'autrui, de ramener la vision, l'amour sur lui-même, amène ce désir de détruire des icônes. On le retrouve aujourd'hui encore dans la philosophie. Kant découvre tout le néant de la théologie spéculative et il ne touche pas à la théologie populaire. Au contraire, il la remet debout sous une forme plus noble, comme croyance fondée sur le sens moral. Après lui, des prétendus philosophes ont transformé ce sens moral en connaissance rationnelle, en conscience de la divinité, etc. Au lieu que Kant, lorsqu'il brisa d'anciennes et respectables idoles, reconnaissant tout le danger de cette entreprise, ne cherchait en créant la théologie morale qu'à dresser provisoirement quelques faibles étés, afin que l'édifice ne l'ensevelît point lui-même sous sa chute, et qu'il pût trouver le temps de se retirer. Oui, sauf que la morale est notre fondement, ça fait partie même des fondements. Alors qu'elle doit évoluer, qu'on ait pu contester à un certain moment la morale quand elle était religieuse et donc injuste parfois, certains points étaient injustes,
qu'on ait envie de la faire évoluer, c'est fondamental. Comme on a besoin de faire évoluer les dogmes religieux, les, les fondements religieux, en resituant certaines de leurs écrits à une période qui ne correspond plus à la nôtre. C'est très important, cette chose-là. Mais c'était logique que Kant a compris que la morale était notre fondement, même si elle doit progressivement se transformer en loi laïque. Mais dans la période de transition, où la morale, où le droit laïque, où la loi n'a pas encore réussi à maîtriser toutes les pulsions humaines, les pulsions injustes, les pulsions abusantes de l'humanité, tant que la loi se sera pas développée de manière à interdire le moindre petit abus de ses congénères, que les manques de cette loi qui est toujours en évolution, c'est-à-dire qu'aujourd'hui les lois que nous avons, elles protègent l'humanité, admettons à 60%, 70%. Dans 100 ans, le droit aura évolué un maximum, et des choses qui ne sont pas punies aujourd'hui le seront dans 100 ans. Et passant de 60 à 70%, et dans 200 ans à 80%, on pourra... Voilà, il y a des choses qui sont actuellement encore... On a la possibilité d'abuser ses congénères tout en restant dans la légalité. Voilà. Par exemple, la manipulation médiatique à travers les médias, aujourd'hui, n'est pas punie. Mais dans 50 ans, dans 100 ans, peut-être dans 30 ans, peut-être dans 10 ans, des lois puniront le fait de manipuler le peuple. Ça sera abus du peuple. Voilà. Il y aura des lois. On ne pourra pas, en démocratie, abuser le peuple à travers les médias. Donc, et on le détecte, par exemple. On détecte la manipulation actuellement. Voilà, on détecte que les médias veulent orienter la pensée de leurs concitoyens sur certains plans, voilà, il faut détester tel pays parce qu'on est en compétition avec lui, et donc on va pousser le peuple à détester cette communauté, cette religion, etc. Tout ça, ça sera détecté. Pour l'instant, c'est détecté, on le détecte, on l'entend. On voit bien qu'il y a cette manipulation, par exemple, dans les médias. J'ai pris juste cet exemple-là. On la sent, on peut la décortiquer, on peut le voir, etc. Mais ça passe, parce qu'il n'y a pas de loi. Aujourd'hui, les médias, par exemple, qui appartiennent aux puissants, à l'oligarchie, tendent à faire passer le peuple pour plus stupide qu'il ne l'est, en lui montrant comme image, non pas des hommes qui sont, des humains qui sont dignes, responsables, engagés socialement, politiquement, avec une vraie éthique, etc., qui font partie des associations pour s'entraider, etc. Au lieu de montrer cet exemple-là, ils nous montrent du peuple la partie la plus vénale, la moins consciente, la plus stupide, on pourrait dire, en disant voilà à quoi vous ressemblez, voilà vous, le peuple, ce que vous êtes. Symboliquement, c'est ce qui se passe, c'est ce que fait ce que font les puissants. Ils disent voilà à quoi vous ressemblez.
vous êtes comme dans les jeux que nous faisons, là, le juste prix, ou je sais pas, vous êtes, voilà le peuple, ce que vous êtes. On vous fait courir derrière des objets, vous courez, on vous dit allez, allez vite, vite, attrapez le plus d'objets possible, vous avez gagné tel truc. Vous êtes stupide. Et nous, représentés symboliquement par l'animateur, nous sommes dignes. Nous, on ne court pas derrière les objets. Nous, on gère. Nous, on est là. Nous, on a compris. Nous, on est intelligent. On est froid. On est conscient, etc. Et vous, le peuple, vous êtes. Ça, c'est un abus total du peuple, de la démocratie. Dans quelques décennies, ça sera entièrement puni, cette chose-là. Ça sera impossible de faire ça, parce que c'est un système totalement antidémocratique. Voilà. Simplement, l'évolution de l'humanité vers sa perfection, c'est ce que je développe sur la mécanique universelle. Nous allons vers notre ultime perfection, l'unité universelle, la paix universelle, un fonctionnement parfait, la fin de l'abus par la fin du fait que l'homme peut être un loup pour l'homme, c'est-à-dire que l'homme sera un agneau pour l'homme, même si c'est difficile à admettre aujourd'hui, parce qu'on ne sait pas comment sera adaptée la pensée, l'humain abouti. L'humain abouti, il aura une autre mentalité, son cerveau aura évolué, sa pensée aura évolué par différentes façons. Peut-être l'éducation, le fait de prendre les enfants très tôt pour leur offrir un monde sans trauma. Peut-être que il y aura tout un tas de choses qui auront évolué et qui vont faire que l'homme ne sera plus un loup pour l'homme. Déjà le fait que l'humanité sera finalisée techniquement, c'est-à-dire qu'on n'aura plus besoin de ces pulsions que nous avons pour construire et qui sont nécessaires, la jalousie, le désir, l'envie, des pulsions négatives comme des pulsions positives, toute cette force d'activité, de volonté, de créativité qui est là pour construire l'humanité. Mais dans 100 ans, dans 200, dans 300, je ne sais pas, dans 1000 ans peut-être, l'humanité sera achevée. Le fonctionnement sera parfait. On utilisera l'énergie qui sera dans 500 ans utilisée, elle n'aura rien à voir avec l'énergie destructrice d'aujourd'hui. Elle sera, on saura utiliser à 100% l'énergie du soleil, l'énergie du vent, l'énergie, etc. Donc l'organisation sera absolument propre. L'eau, il y aura un système de recyclage où on ne perdra même pas, on n'utilisera même plus, on n'aura même plus besoin de prélever une goutte d'eau dans la nature, on utilisera l'eau et elle sera recyclée éternellement, etc. Donc voilà, c'est des idées comme ça que j'ai et qui peuvent donner un petit peu une idée de ce que peut être le monde. Les transports seront gratuits, il n'y aura plus le problème de la compétition, de l'argent, etc. Ça sera juste vivre, jubiler de cette existence, jouir de cette existence. Le système sera finalisé, on pourra voyager de partout, ce sera, il y aura des endroits où on sera hébergé, où chaque être humain, comme si on devient des nomades planétaires, allant à la rencontre les uns des autres, s'aimant les uns des autres, voilà la chose. Alors, c'est même pas imaginable pour l'instant, parce que nous avons besoin de nos pulsions. On ne peut pas imaginer un monde aussi bisounours, d'une certaine façon. On se dit, mais on s'ennuie, c'est un monde ennuyant. Sauf que quand on a fait l'expérience de l'éveil, de la béatitude, de l'extase, de la contemplation, on sait que c'est le summum
du plaisir. Qu'aucun autre plaisir sur Terre n'est à ce degré-là. C'est l'amour absolu des choses, et avec tout. Donc on est dans un état de plénitude totale. Donc cet état-là, même s'il n'est pas enviable aujourd'hui parce qu'on ne sait pas ce que c'est, il faut en faire l'expérience et on peut pas. C'est très compliqué, c'est pas une expérience qui est facile. C'est voilà, le Bouddha, il passe des années, le moine zen, c'est compliqué pour lui. Le sage soufi, il faut qu'il fasse du boulot pour atteindre cet état d'extase. Alors bien sûr, il y a aussi l'extase accidentelle, mais en règle générale, moi j'ai vécu cette extase accidentelle. Et donc, c'est pour ça que je peux en relater l'expérience. C'est ce que je fais sur la mécanique universelle. Mais tant qu'on n'en fait pas l'expérience, on ne peut pas comprendre que l'humanité future privilégiera cet état-là. Donc, elle n'aura plus besoin de construire. L'humanité, techniquement, sera construite. Donc, il n'y aura pas besoin de toutes les valeurs dont on a besoin aujourd'hui. Le courage, la volonté, etc. L'ambition, toutes ces pulsions qui sont des moteurs énormes pour la construction. Mais ça sert à construire cette humanité aboutie. Ça sert à construire. On construit de jour en jour, de mois en mois, d'année en année, de siècle en siècle, de décennie en décennie, de siècle en siècle. On construit cette humanité. Voilà. Jusqu'à présent, on l'a construit de façon inconsciente, à travers la destruction et la reconstruction. Voilà, on continue, on est encore dans ce mécanisme primaire. C'est un mécanisme, c'est parce que notre système, justement, n'est pas dirigé comme le pensait Platon par la philosophie, par le philosophe. Et malheureusement, même les philosophes n'ont pas tous compris que ce monde est téléologique, qu'il va vers cette perfection. Ils sont encore dans cette inconscience. Donc, il y a un moment où cette conscience, elle viendra, la conscience de l'humanité. C'est ce que j'essaye de faire à travers la mécanique universelle, éveiller cette conscience-là. Dire, il est temps de commencer à évoluer de façon consciente. On est passé, nous étions des primates naturels, nous sommes des hommes constructeurs, nous sommes à ce point-là de la construction de l'humanité. Si on trace une ligne et qu'on la prolonge dans le futur, on arrive forcément à l'ultime perfection. J'explique pourquoi je parle d'ultime perfection. À la perfection, voilà, on pourrait dire. Donc on arrive à la perfection, à l'organisation parfaite, à la paix universelle, voilà, à la fin à la maîtrise parfaite de son comportement, de son environnement et de son questionnement. Mais maintenant, il est temps d'évoluer de façon consciente. Que l'ensemble des pays commencent à dire, bon c'est bon, on arrête d'évoluer par destruction, reconstruction, par antagonisme, par neutralisme, où on neutralise l'autre. Par exemple, voilà, dans les cellules, à l'origine des premières formes de vie, leur relation est basée sur quelques choses basiques. L'antagonisme, une cellule, une première forme de vie est antagoniste et donc engendre quelque chose de négatif envers sa voisine pour l'embêter, pour lui faire du mal,
la détruire, etc., pour la neutraliser. Ça, c'est le premier comportement. Le deuxième, c'est neutralisme. Aucune des deux ne se parle, chacun est dans son coin, il n'y a pas d'interaction. Il y a le commensalisme, une envoie quelque chose de positif à l'autre, etc. Il y a la symbiose, chacune des deux envoie quelque chose de positif envers l'autre. Et il y a l'osmose. L'osmose, c'est les deux c'est la totalité de l'amour entre ces deux cellules. Elles font, voilà, elles se procurent chacune le plaisir intense envers l'autre. Voilà vers où nous allons. Nous avons commencé dans l'antagonisme, nous sommes encore, nous avons besoin de l'antagonisme. Voilà, c'est ce qui se passe entre l'Occident et les Russes en ce moment, ou les USA et les Chinois. On est encore à ce niveau-là, mais c'est très archaïque. C'est des pensées extrêmement archaïques, en fait. Et donc, de cette pensée-là, mais on ne peut pas faire autrement, on ne peut pas être plus évolué que ce que nous sommes. Voilà, on en est à ce degré-là, et on ne peut pas demander des chefs d'État d'être plus évolués que ce que nous sommes. On ne peut pas demander à un adolescent d'être déjà un adulte. On ne peut pas demander à un enfant d'être déjà un adolescent. Et on ne peut pas demander à un adulte d'avoir la sagesse d'un vieillard. Donc, on est posé à ce moment-là. Le système dominant est encore dans l'antagonisme parce qu'il n'a pas compris que nous travaillons tous cette humanité, que nous sommes une seule humanité. On commence à peine à comprendre que nous allons vers cette union universelle, vers cette paix universelle, puisque nous avons construit depuis pas longtemps, ça fait même pas un siècle que nous avons construit les structures, les bases, le squelette de ces structures-là, de la structure universelle, l'ONU, l'OMS, l'OMC, l'UNESCO, toutes les organisations pour travailler l'humanité de façon universelle. On en a construit déjà la base. Mais nous devons nous élever à cela, progressivement. On ne peut pas, en claquant des doigts, devenir parfait de façon immédiate. L'URSS a voulu le faire, en essayant d'être complètement universel entre ces pays satellites, imposer l'égalité fondamentale, etc. Mais c'était insupportable pour l'homme. Il ne pouvait pas encore vivre réellement ça, parce qu'il lui manquait quelque chose. Ça exigeait d'enlever la liberté. Ils ont donné l'égalité, mais comme ils étaient agressés par le capitalisme, ils ont dû se refermer, fermer l'idée d'égalité, et c'était insupportable. On ne pouvait pas donner l'égalité en enlevant l'idée d'égalité. L'homme n'a pas pu supporter cela. Donc, mais c'était une avant-garde. Et les idées communistes sont le futur participeront au futur de l'humanité. C'est pas les idées réactionnaires de l'extrême droite qui sont à l'horizon de l'humanité. Elles sont là, ces valeurs, pour freiner l'évolution de l'humanité, pour empêcher son embardement, pour être pour bloquer un peu le système quand il doit passer des caps. Mais c'est juste un instrument de l'évolution. C'est pas la valeur. Elle fait pas partie de la valeur de l'évolution. Ce qui fait partie de la valeur de l'évolution, c'est l'égalité, c'est l'éthique, c'est la liberté, etc. C'est ces grandes valeurs-là qui sont dans l'horizon que nous avons. Et donc, à un certain moment, dans quelques décennies, l'humanité commencera à dire, ok,
on, on a un sens commun, on doit travailler ensemble à l'évolution de l'humanité, on a un but, on commence à comprendre que nous avons un but, et donc maintenant on va mettre notre énergie en commun pour construire ce but, au lieu de travailler en antagonisme. Ça a été un moteur important jusqu'à maintenant. Maintenant, on peut passer sur une évolution consciente et donc sortir de l'antagonisme. Voilà. C'est une chose qui peut se faire aussi brutalement d'ailleurs. C'est-à-dire que si demain, euh, admettons une météore, il y avait un danger d'une météore qui devrait se tomber sur la Terre et sur un des deux hémisphères et donc rendre un hémisphère complètement voilà, détruire un des deux côtés de la Terre, et ben l'ensemble humain arrêterait tout à fait toutes ces guerres, ça serait terminé et on se fédérerait pour faire passer tous les hommes d'un hémisphère à l'autre, pour voilà, et donc un mélange serait obligatoire ou quoi que ce soit. Donc par un accident, on le voit avec la pandémie, c'est parce que elle, son mécanisme il y a toute une période, un passage, un chapitre de la mécanique universelle où je démontre l'importance du virus dans l'évolution de l'humanité. Ce sont des écrits des choses que j'ai écrites il y a 20 ans déjà, mais j'avais réfléchi au sens du virus. Qu'est-ce qu'il oblige à faire à l'humanité? Le virus du choléra, il a obligé les riches à s'occuper des pauvres, etc., à sortir leurs ouvriers des taudis, à faire... Voilà. Donc, par catastrophe, l'homme peut devenir aussi d'un seul coup extrêmement bon. Voilà, il peut se fédérer que face au nazisme, des nations qui étaient antagonistes, les Russes, les Américains, les Anglais, les Français, etc., se sont fédérés pour faire tomber cet endroit qui était un endroit monstrueux de l'humanité. Donc, c'est extrêmement possible, cette chose-là. Voilà. Pour l'instant, si ça ne se fait pas, c'est que ça ne doit pas se faire. Tout ce qui se fait dans l'humanité, c'est exactement ce qui doit se faire. Donc, c'est-à-dire que ce virus, il travaille, il agit pour nous, il nous oblige à faire des choses, etc. Mais jusqu'à une certaine limite. Si on devait déjà passer à une unification totale, parfaite, et à une coopération très, très bonne de l'ensemble humain, à une sorte de symbiose, et bien ce virus, il aurait été extrêmement beaucoup plus violent, il nous aurait obligés à nous fédérer beaucoup mieux que ce que nous faisons. On continue, voilà, dès qu'on n'est plus dans le problème, dès que le problème se tasse, et bien on reprend nos guéguerres entre grandes puissances pour l'hégémonie, etc. On reprend nos comportements archaïques. Voilà. Donc, mais parce que c'est comme ça, parce qu'on ne peut pas être d'un seul coup rentrer dans... C'est pas encore qu'on doit rentrer dans la symbiose. Il faut encore se castagner, encore malheureusement. Il faut encore se détruire, continuer à détruire, reconstruire, voilà, travailler nos égos, nos narcissismes, à se faire peur, à aller à se menacer, à aller à la limite du drame, etc. Tout ça, ça développe la diplomatie, ça développe tout un tas de choses. On a besoin encore de ces choses-là. Voilà.
Et c'est peut-être que c'est une façon de fédérer aussi l'Europe, d'amener l'Europe à ce qu'elle aille jusqu'à l'Oural, voilà, comme le disait un chef d'État. Donc on a peut-être besoin de cette chose-là. Et si on était logique, d'ailleurs, c'est ce qu'on ferait pour être en vraie compétition avec des forces comme l'Amérique. Si le continent européen vraiment voulait se rassembler entièrement avec la Russie, avec d'autres pays, etc., faire une Europe totale comme ça et mettre toute son énergie à ce niveau-là, eh bien, on serait le continent sans doute le plus performant, peut-être. On pourrait devenir le continent le plus performant. C'est pas, voilà, c'est pas c'est une pensée comme ça. Voilà cette pensée. Alors, je continue. De même, Heine, en une page où il fait voir une caricature intentionnelle, représente Kant, après qu'il eut détruit la religion, se promener avec son vieux serviteur, lampe dont il aperçoit soudain les yeux remplis de larmes. Alors Emmanuel Kant fut ému de compassion et montra qu'il n'était pas seulement un grand philosophe, mais aussi un brave homme. Moitié aimable, moitié ironique, il parle. Il faut un Dieu pour mon vieux lampe, autrement il ne saurait être heureux, dit la raison pratique. Je ne vois pas pour ma part ce qui empêcherait la raison pratique de certifier l'existence de Dieu. Et oui, mais je pense qu'en même temps, il savait qu'il y avait un principe créateur, que ce monde ne peut pas se passer d'horloger. Même les plus critiques de la religion comme Voltaire doivent le reconnaître. Même les plus intelligents des chercheurs comme Einstein doivent le reconnaître. Même les philosophes les plus mathématiques comme Husserl, etc., doivent le reconnaître. Même les Bergson, même les Sartre, à la fin de leur existence, doivent revenir à l'idée du divin. Donc, la pensée du divin, ne pas croire au divin, c'est juste ne pas se poser la question. C'est tout. C'est la seule chose qui fait qu'on ne croit pas au divin. Ça n'est pas parce que ça n'est pas une vraie réflexion. Une vraie réflexion qui chercherait vraiment à démontrer qu'il ferait un livre un essai pour démontrer que Dieu, qu'il n'y a pas de divin, qu'il n'y a pas de principe créateur, ne s'en sortirait pas. Si ces interprétations étaient vraies, il nous faudrait alors appeler la seconde critique une anesthésique transcendantale. Mais ces aventureuses reconstructions de la pensée intime de Kant ne doivent pas être prises trop au sérieux. La ferveur qui inspire l'essai sur la religion dans les limites de la raison pure indique une sincérité trop profonde pour qu'on la mette en doute, et la tentative de donner pour base à la religion la morale au lieu de la théologie la conduit au lieu des dogmes, ne pouvait émaner que d'un esprit profondément religieux. Voilà, il est bien vrai, écrivait-il à Moïse Mendelssohn en 1766, que j'ai la conviction très nette de bien des choses, que je n'ai jamais le courage de dire, mais je ne dirai jamais rien que je ne pense. Voilà. Naturellement, un long et obscur traité comme la Grande Critique se prête à maintes interventions ribales. L'un des premiers comptes rendus de cet ouvrage donné par Reynolds, quelques années après sa publication, disait tout ce que nous en pouvons dire de nos jours. La critique de la raison pure a été représentée par les dogmatismes comme la tentative d'un scepticisme pour anéantir la certitude de toute connaissance, par les sceptiques comme un mouvement arrogant et prétentieux qui se promet
d'ériger une nouvelle forme du dogmatisme sur les ruines des systèmes antérieurs. Par les supranationalistes, naturalistes comme un artifice astucieusement combiné pour déplacer le fondement historique de la religion et pour établir le naturalisme sans discussion possible. Par les naturalistes comme un nouveau soutien pour la philosophie moribonde de la foi. Par les matérialistes comme une négation idéaliste de la réalité de la matière. Par les spiritualistes comme une limitation injustifiée de toute réalité au monde corporel déguisé sous le nom de domaine de l'existence. Voilà. Alors ça a fait travailler tout le monde. C'est là la force de la pensée des grands génies philosophiques. Il oblige à penser et il oblige à prendre des positions sur son travail. En réalité, ce qui fait la gloire de cet ouvrage, c'est qu'il envisage tous ces points de vue divers. Et pour une intelligence aussi vide que celle de Kant, il pouvait bien sembler qu'il les avait tous conciliés, fondus dans une synthèse de vérité telle que la philosophie ne l'avait jamais connue dans toute son histoire antérieure. Eh bien oui, je vais arrêter là. Mais pour cette vidéo, j'ai été un peu long. Mais effectivement, bien sûr que c'est ce qu'il a fait. Voilà, la seule chose, c'est que ça évolue. L'histoire philosophique doit évoluer et elle évolue effectivement. Voilà pour cette petite philosophie. Merci de votre écoute. À très bientôt.